Tous, bienvenue. Je regarde si ça fonctionne. Ok. Bienvenue à tous. Je vous invite à couper vos micros. On aura un temps, bien sûr, avec plaisir, d'échange et pour répondre à vos questions et pour que l'enregistrement soit bien, qu'on puisse profiter de ce replay aussi pour toutes les L'anniversaire personnes. d'Audrey, on dit quoi, Audrey? Alors, je vous invite à couper vos micros. Je crois que c'est Marie. Joyeux anniversaire! Non, c'est des gens Magnifique. de mon, c'est des gens de mon travail. Les gens de ton travail. Excusez-moi, Bah, Marie, excusez-moi, j'ai pas. c'est la directrice marketing de Chanty Travel, c'est son anniversaire ah, aujourd'hui. bah, Bon magnifique. anniversaire Audrey. Bon anniversaire, Audrey. Bon, bienvenue à tous. L'idée, Désolée. c'est que pendant une petite heure, on puisse vous présenter ce magnifique voyage au Népal, qui est opéré bien sûr par nos amis de Chanty, par Céline qui est ici, que je vous présente, qui travaille pour Chanty Home et qui nous a fait une super présentation. On a eu déjà bien sûr le plaisir de collaborer et de faire un magnifique voyage au Petit Tibet, au Ladakh en septembre avec 16 personnes. Ça a été un voyage fabuleux. Vous pourrez voir sur notamment Trustpilot, il y a eu beaucoup de retours, des messages qui sont très très touchants de ce que les personnes ont pu vivre. Et il y aura aussi Céline qui est là. Bienvenue Céline, qui nous parlera de la partie du trek. Il y a une partie, il y a 13 jours, enfin 2 semaines de voyage découverte du Népal ensemble. Et ensuite, il y a une extension pour faire un trek autour des Annapurna. Moi, je suis enchanté et j'attends ça avec impatience. Donc, Céline, elle connaît bien la zone, elle a fait ce trek, elle va pouvoir nous dire un petit peu, nous expliquer comment ça fonctionne. Bienvenue à tous. Géraldine, je te laisse la parole et puis je vais partager mon écran pour, si vous voyez des personnes qui sont dans la salle d'attente, n'hésitez pas et que moi je les vois pas, n'hésitez pas à me dire. Comme ça, je les ferai rentrer. Vous mettez un petit message sur le chat et je partage mon écran. Hop, Ah, partager. Et voilà, on est sur. Je vais remonter sur les slides qu'a présenté. Est-ce que vous voyez mon écran là? oui, je pense que tu peux Magnifique. mettre en slideshow en haut peut-être, je ne sais pas. En slideshow, ça y est, tout à fait. Voilà, merveilleux. Alors, bonjour à tous. Donc oui, donc on est ravis de vous présenter ce petit webinaire aujourd'hui. Donc c'est un moyen de mieux expliquer ce voyage au Népal qu'on a organisé avec David et toute l'équipe de Chanty Travel. Donc nous, juste pour vous recontextualiser, Chanty Travel, on est donc une agence de voyage, notre siège est à Paris et ensuite nos bureaux sont en Asie. Ça fait 20 ans qu'on opère des voyages en Asie. On a commencé avec l'Inde et évidemment le Népal peu de temps après. Donc, ce voyage-là au Népal, pour cette première partie, c'est un voyage que j'ai déjà opéré à plusieurs reprises. Donc, cet itinéraire, je le connais très bien. J'ai même participé à un groupe, enfin, un voyage avec un groupe l'année dernière en avril. Donc, j'ai pu tester vraiment sur le terrain la qualité de ce voyage. Et donc, voilà, on a monté cette première partie. Donc assez condensé sur l'essentiel du Népal que je vais vous présenter maintenant pour pouvoir vous permettre aussi à la suite, pour ceux qui le souhaitent, d'extensionner et de rajouter des journées pour faire un trek donc dans les Annapurna dont parlera Céline, ma collègue, parce que moi j'ai jamais fait ce trek, donc je ne peux pas vraiment en parler vraiment voilà, de façon concrète. Donc, un très beau circuit au final qui vous permet de vraiment de goûter à l'essentiel du Népal, voilà, dans ce qu'il y a de plus beau. Donc, les dates, vous les avez pour la première partie du voyage du 9 au 21 mars 2025. Donc, voilà, tu peux dérouler.
Donc voilà, quelques coups de cœur. Effectivement, on a calé les dates du voyage, notamment sur le festival de Holi. Donc le Népal est à la fois hindouiste et bouddhiste. Les deux religions sont vraiment interconnectées au Népal. Et donc les Népalais fêtent aussi Holi comme en Inde. Donc c'est un festival incroyable autour de la lumière qui est assez symbolique. Et donc, on a calé les dates pour que les participants vous puissiez vivre aussi un festival. Voilà, qu'est-ce que c'est un festival au Népal? Il y a beaucoup de festivals au Népal. Il se passe toujours beaucoup de choses et c'est des moments incroyables de vivre ça avec les Népalais. Évidemment, le voyage, vous allez voir, se concentre autour de la vallée de Katmandou avec les grands sites incontournables classés à l'UNESCO qu'on ne peut pas rater. Mais on vous emmène aussi dans le sud du pays sur voilà, deux lieux importants qu'on va découvrir comme Lumbini et Chitwan et Pokhara. Tu peux continuer. Alors bon, ça c'est une présentation de toi, David. Peut-être tu peux aussi te présenter parce qu'après on va mettre cette vidéo évidemment sur nos réseaux sociaux. Peut-être pour des gens qui ne te connaîtraient pas encore, si tu veux dire quelques mots, Bien ça peut être sûr. intéressant. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Juste en quelques mots, c'est jamais facile de se présenter, mais moi, ce qui me passionne, ce qui donne sens à ma vie et valeur à mes actes, c'est ce que j'ai appelé le SAV de la vie. Santé, amour, vitalité. Sans amour, on se sent sans aucune valeur. Sans santé, on est malade, et sans vitalité, on est fatigué tout le temps. Donc, c'est quelque chose, moi, euh, qui m'a touché énormément quand j'étais tout jeune praticien de santé. Je suis ostéopathe et kinésithérapeute. Donc, j'ai commencé quand j'avais à étudier dans les hôpitaux quand j'avais 17 ans. Juste après mon bac, j'ai eu mon bac tôt et j'ai travaillé avec des gens qui mouraient. La première partie de ma vie, j'ai travaillé en soins palliatifs. Et donc, c'est vraiment là que je me suis rendu compte que sans ce SAV, mais c'était très difficile de profiter de ce que la vie avait à nous proposer en termes d'expérience, que ça soit d'être maman, d'être papa, que ça soit son travail, ses passions, sa vie spirituelle. Quand on a un cancer en phase terminale ou quand on ne dort pas, on n'a pas envie de s'occuper des enfants, on n'a pas envie d'aller jouer au tennis. Donc j'ai dédié tout le reste de ma vie, j'ai 48 ans maintenant, donc si j'inclus mes études, ça fait plus de 30 ans que j'accompagne d'autres êtres humains et que je m'accompagne sur ce chemin. Ça a été de comment on fait, quels sont les principes qui soutiennent ce SAV. Et j'ai eu la chance dans mon parcours, et aussi je me suis donné la chance de voyager beaucoup, puisque j'ai eu la chance de traverser plus de 80 pays les 30 dernières années, à travailler pour beaucoup d'ONG et d'accompagner des dizaines de milliers de personnes de bon nombre de nationalités, plus de 80 nationalités différentes. Pour en extraire justement, mon esprit fonctionne avec ce qu'on appelle en matching, avec les points communs, et de comprendre que la vie est un jeu, et pour jouer au jeu de la vie, c'est important de connaître les principes du vivant. Et en général, dans mon expérience, les gens questionnent les principes du vivant quand ils sont passés à côté de quelque chose de dramatique, c'est-à-dire qu'ils ont failli mourir. Et l'idée là, c'est de vous inspirer, de vous partager tous ces principes du vivant qui permettent de bien vieillir, qui permettent de vivre et vieillir en bonne santé, parce que ça s'apprend. Dans mon parcours, j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps dans les zones bleues de notre planète. Peut-être vous avez déjà entendu parler. C'est les zones comme à Okinawa, au sud du Japon, Nicoya au Costa Rica. Il y en a 5, et puis ensuite il y a des zones officieuses où il y a le plus de centenaires sur notre planète, de gens qui ont plus de 100 ans en bonne santé. J'ai passé beaucoup de temps dans ces zones, ce qui m'a permis d'écrire aussi un livre qui s'appelle Revivre, qui explique un petit peu toute l'approche, toute la méthode de ce que je propose, qui s'appelle Life Force, qui permet de potentialiser le SAV de sa vie. Encore une fois, santé, amour, vitalité. Et ça a complètement changé mon paradigme de ce que c'était que le bien vieillir. Puisque quand vous voyez des gens de 104 ans qui sont toujours à cheval au galop, et que vous savez que l'espérance de vie en bonne santé en Europe, elle est que de 64 ans, et que quand vous avez des gens de 65 ans qui vous disent, écoute, moi je joue plus au tennis parce que je suis trop vieux, euh, il y a un mindset qui est complètement différent. Donc ça me passionne. Donc j'apporte énormément de choses dans les stages que je propose sur la longévité. Et la longévité, pour moi, c'est d'abord rapporter de la joie de la vie à ces années, de la joie à ces années. Une fois qu'on sait faire ça, on peut penser à extendre sa vie, à rajouter des années à sa vie. Mais si on a une vie où on n'est pas en santé, on n'est pas en vitalité, on n'est pas en amour, à quoi bon vivre plus vieux?
Donc ça, c'est toutes ces petites pépites qui m'animent, qui me mettent en joie, que je délivre à travers des stages d'individuels. On sort d'un stage magnifique où d'ailleurs Karine était ce week-end, où j'ai eu la chance d'accompagner 28 belles âmes. Et puis j'interviens beaucoup aussi en entreprise sur tout ce qui est la gestion de stress, les pratiques somatiques pour réguler son système nerveux et tout ce qu'on appelle embodiment leadership. Donc, je serais ravi de vous accompagner pendant ces 2 semaines. L'idée, c'est qu'on va avoir des moments tous les jours de pratique d'1 heure et demie, 2 heures ensemble, comme on a fait au Ladakh. Et ça permet de vous donner progressivement tous ces principes pour être plus en santé, plus en amour, plus en vitalité. Je reviendrai à petit après si vous avez des questions. Voilà pour la présentation. Merci David. Je te laisse continuer. Oui, tout à fait. On peut changer de slide. Donc, l'arrivée, donc c'est le 9 mars à Katmandou. Donc, ça fait un départ de France le 8 mars, en général de Paris-Charles de Gaulle. Donc, on pourra vous accompagner, je pourrais vous accompagner pour les vols sans problème, on en achète une fois que le départ sera confirmé. Et donc, quand vous arrivez à Katmandou, on vous transférera directement à l'hôtel. Vous aurez un guide francophone du premier jour au dernier jour qui fera un binôme avec David et qui sera là. Donc, je pense à un guide en particulier avec lequel j'ai voyagé, qui est extraordinaire, qui parle extrêmement bien français, qui est vraiment a énormément de connaissances sur son pays, sur la culture et sur la spiritualité du Népal. Donc, voilà, il sera là pour cette première journée. Donc, dès le deuxième jour, donc l'hôtel, vous verrez, est situé non loin de Botnat. Donc, c'est un grand site, évidemment, à découvrir dans la vallée de Katmandou. Donc, vous irez le visiter dès le deuxième jour. Et donc, c'est un lieu incroyable, inscrit à l'UNESCO. Oui, la photo d'après, on voit, c'est une stupa vraiment extraordinaire. Donc, que j'ai visité. Vous pourrez tourner autour de ces stupas. Il y a même sur le site un temple hindouiste aussi. Et c'est vraiment un endroit extraordinaire. Bon, c'est un incontournable, mais c'est vraiment très très beau. Donc voilà, vous pourrez le découvrir, tourner autour de cette grande stupa, passer du temps, aller dans le temple hindouiste qui est à l'intérieur. Euh, Magnifique. et il est absolument sublime. Il est splendide. Ouais. Donc ça, vous allez le visiter, encore une photo. Vous allez voir le monastère aussi sur place, puisqu'il y a un petit temple hindouiste et un monastère. Et vous déjeunez sur le site. On achètera des drapeaux de prière pour que vous puissiez les installer à un autre moment du voyage. Et puis vous retournez à l'hôtel pour Ça, un petit temps de repos. c'est C'est toujours toujours la un grand première moment. journée. Ouais, C'est toujours un pardon. grand moment. On a eu la chance aussi de faire ça au Ladakh, au Petit Tibet, quand on a passé un passage à 5 300 mètres. Et c'est vraiment il y a tout un rituel qui est très chouette parce que vous venez contacter des choses qui sont très importantes pour vous dans l'intention. Et c'est vraiment un moment qui est très beau. Et je pense qu'ils seront bénis aussi par les moines. On aura un petit, qui pourra potentialiser tout ça. Tout à fait. Oui, donc comme je le disais, le Népal est hindouiste et bouddhiste. Donc en allant au Népal, vous allez rentrer en connexion avec ces deux religions, hein. Évidemment, le bouddhisme est toujours très très actif au Népal. Il y a beaucoup de monastères vivants où il y a des jeunes moines qui sont formés, éduqués, comme en Inde du Nord. Mais c'est aussi un pays hindouiste et donc les deux sont toujours liés, quoi. Et donc sur le soir même, voilà, vous allez aller dans ce temple hindouiste qui est incroyable, qui s'appelle Pashupatinath. Alors, qui n'est réservé qu'aux hindous, donc on peut pas rentrer complètement à l'intérieur, on doit faire le tour par l'extérieur, il y a une vue extérieure, parce que voilà, seuls les hindous peuvent y rentrer, mais c'est un lieu très important, c'est un temple qui se situe au bord d'une rivière, la rivière Bagmati, qui ressemble beaucoup, je trouve, au Gange à Bénarès, en Mm. Inde.
Et sur ce temple, en fait, il y a des crémations qui sont faites tous les jours. C'est le plus grand temple hindouiste du Népal. Il est immense. Et il y a vraiment une atmosphère assez particulière avec ces crémations. Tous les soirs, il y a la cérémonie de l'arti aussi, qui est une cérémonie, une puja en fait, qui est faite partout quand on est hindouiste, partout en Inde, dans tous les temples, matin et soir, dans les maisons aussi. Et vous allez y assister donc cette soirée-là. Donc Ça, voilà, c'est vous aurez eu. vraiment, ouais, c'est vraiment incroyable ce que le dit Géraldine. J'ai eu la chance de passer beaucoup de temps aussi à Bénarès, à Varanasi. Il y a ce qu'on appelle les Burning Ghats. C'est là où Oui. on fait les crémations et les pujas au bord du Gange. Et si vous n'avez jamais assisté à ça, c'est vraiment un moment très, 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 très fort. Ouais. Voilà pour la deuxième journée ou la première journée de voyage, vraiment. Donc le jour d'après, vous allez voir un autre site incontournable, le temple de Swayambhunath aussi, qui est assez exceptionnel, assez imposant comme celui de Bodhnath. Voilà, c'est un endroit incroyable aussi. Donc c'est tout un site à visiter qui prend un peu de temps, parce que c'est grand et il y a un grand temple principal avec voilà, cette stupa. Puis ensuite, il y a d'autres petits temples autour. Donc là aussi, vous allez le voir. Et puis évidemment, le guide va vous expliquer aussi. Donc vous pourrez vous asseoir, regarder les gens, voilà, faire des prières, participer, être avec eux. Euh, voilà. Et ensuite, l'après-midi, vous allez à Patan. Donc, le Népal conserve encore quelques cités vraiment médiévales, comme Bhaktapur que vous allez voir et Patan, qui est juste à côté. Et donc, cette ville-là aussi, c'est très très beau. Vous voyez les bâtiments, c'est très ancien. C'est une ville vraiment médiévale. Donc vous allez déambuler, etc. et voir la place principale, le Durbar Square et puis d'autres sites. Et puis retour à l'hôtel. Donc ça, c'est l'hôtel à Katmandou, l'hôtel Tibet International. Donc voilà, je vous ai mis quelques photos et on voit sur la photo du haut que il est juste à côté de Bodhnath en fait. Ouais. Donc on voit la pagode, enfin la stupa depuis la terrasse de l'hôtel. C'est incroyable. Très bel hôtel. Magnifique. Mm. Le jour d'après, vous partez pour Bhaktapur, qui n'est pas très loin de Katmandou, à peu près 1 heure et demie de route. Donc aussi, c'est une ville incroyable, totalement médiévale, avec des rues pavées, des bâtiments, voilà, comme vous pouvez voir sur cette place principale. C'est très très beau. Et là, voilà, vous allez visiter. C'est une ancienne cité royale, et vous allez, voilà, c'est vraiment un incontournable aussi. À faire et donc vous allez visiter la Durbar Square et déambuler dans les rues, déjeuner sur place et dormir à Bhaktapur. Donc c'est une nuit. L'hôtel est Voilà très chouette l'hôtel. aussi. L'hôtel est très Oui, chouette. Ouais. très chouette, ouais. L'hôtel Bagdan où j'ai dormi. Mhm. Et ensuite, vous allez quitter Bhaktapur donc pour le sud du Népal. Donc là, vous êtes transféré à l'aéroport pour prendre le vol pour Lumbini. Donc Lumbini se situe vraiment à la frontière avec l'Inde, dans le sud du pays. Donc c'est un petit vol et puis ensuite vous avez un peu de route pour rejoindre l'hôtel. Et donc c'est un site très important aussi dans le bouddhisme tibétain puisque donc ce serait le lieu de naissance du Bouddha, Bouddha. de Siddhartha, oui. Et donc il y a un grand, enfin donc c'est une ville, plutôt une petite ville avec un site important donc qui serait vraiment le lieu de naissance du Bouddha où il y a un temple qui a été construit qui s'appelle le temple de Maya Devi. Donc vous allez y aller, il y a un grand parc tout autour, c'est un lieu de pèlerinage très important, donc il y a beaucoup en général pas mal d'étrangers, hein, d'Indiens, de Népalais qui viennent pour voir ce site et vous pourrez vous asseoir voilà, pour voir ce lieu. Le soir, vous retournez à l'hôtel et puis c'est le dîner. Le lendemain, vous allez à Tilorakot, un endroit que j'ai énormément aimé. C'est vraiment donc ça serait supposé être donc le site où il y a les vestiges donc de l'ancien royaume où vivait le Bouddha, puisque dans l'histoire, hein, le Bouddha était un prince en fait. Hein, il vivait dans une très très belle demeure, etc. Et c'est seulement à l'âge de 29 ans qu'il a quitté son royaume pour
pour partir voilà, sur les routes et devenir moine. Mmh. Et donc, vous allez aller sur ce lieu tôt le matin à Thiers-la-Rocotte pour voilà, vous imprégner des lieux. Il y a une très très belle énergie, je trouve. Il y a un petit temple hindouiste sur le site et une magnifique voilà, parc où vous pourrez aussi faire une méditation. Et le soir, vous allez encore donc déambuler sur le site de Lumbini en tuk-tuk et notamment aller à la rencontre, voilà, de tous les, monastères parce qu'en fait à Lumbini, comme c'est un lieu de pèlerinage très important, eh bien tous les, pays, bouddhistes, ont construit, un monastère et donc on peut les faire les uns après les autres. Donc il y a un monastère, népalais, tibétain, indien, thaïlandais, de Birmanie et cetera. Donc il y a plusieurs, temples à visiter, voilà, ils sont tous très beaux et c'est vraiment quelque chose d'assez, unique à faire. Donc je vous ai mis l'hôtel, oui, qui est Ouais, simple, mais qui est très bien, avec un beau jardin. ouais, magnifique. Ouais. Ce qui est super, puisque vous allez voir que je vais vous proposer beaucoup de pratiques dehors, bien entendu, puisque une des grandes clés, du bien vieillir, c'est de se reconnecter à sa nature. Et pour ça, de se reconnecter à la nature, c'est essentiel. Donc là, on va être dans des sites sacrés, on va passer de sites sacrés en sites sacrés. La nature est très forte dans cette partie de l'Himalaya. Donc, dès qu'on va avoir des possibilités dans ces hôtels, ça va être fantastique aussi pour se reconnecter à soi. Voilà, ensuite, vous prenez la route pour Chitwan, donc pour rejoindre le parc national de Chitwan, pas très, très loin, mais il y a quand même quelques heures de route. Donc en arrivant, voilà, vous allez rester, à l'hôtel. Il y a toujours, voilà, dans les resorts, en fait, donc autour du parc national de Chitwan, le soir, les, donc rangers proposent, en général une petite conférence sur le parc national de Chitwan. Quelle est sa biodiversité, quelle est son histoire, comment il est protégé par, l'État du Népal et cetera. Et le lendemain matin, vous aurez une randonnée, pendant 1 heure à peu près dans la forêt, suivie d'une, sortie donc sur un petit canoë, pour traverser la rivière, Rapti, donc pour revenir, voilà, jusqu'au lodge. Après le déjeuner et l'après-midi, donc c'est un safari dans le parc, national, qui se fait forcément en jeep, c'est comme ça, et avec des rangers, donc on est 4 ou 5 par jeep, et ça dure, 4 heures à peu près cette randonnée. Donc on va, voilà, vous déambuler dans le parc avec les rangers et vous essayez de voir les animaux, donc ils ont l'habitude. Moi, j'ai vu quelques rhinocéros un peu cachés, mais j'en ai vu beaucoup d'éléphants, beaucoup de pardon, de singes, des oiseaux. Alors oui, il y a des éléphants, mais j'en ai pas vu, ils sont quand même, pas si nombreux. Donc ça reste un parc national, sauvage, hein. Donc les animaux, il y en a, mais voilà, on peut pas prédire, voilà, si ce que vous verrez ou pas et En tout cas, ça c'est c'est, chouette, il y a des éléphants. Je sais que ça tient à cœur à oui, il y en a. Karine, avec qui on Mais était. ça, il faudra voir avec le guide, comment on fait exactement parce que moi, j'en ai pas vu. Nous, Chanty Travel, on fait pas de visite, enfin, on fait pas de balade à dos d'éléphant, on est absolument contre. Donc, On va mettre voilà, l'intention, Karine, de voir des éléphants et on comment va on peut voir des faire? éléphants. Voilà, ça, c'est le resort qui est très beau, vous verrez, voilà, c'est un point important parce que c'est des petites, voilà, des petites cabanes, mais haut de gamme, avec une terrasse en général qui donne sur le parc national. C'est vraiment magnifique, voilà, moi, j'y ai dormi et très, très bel endroit. Voilà, ensuite, vous avez un gros transfert pour Pokhara, donc vous remontez, voilà, tranquillement, vers le nord, vers Katmandou. Donc une grosse route, hein, c'est 6-7 heures de route, pour rejoindre Pokhara. Donc, vous partirez tôt le matin pour y être, vers 3-4 heures l'après-midi et en arrivant le soir, vous pourrez tout de suite, aller, donc Pokhara, c'est, une ville, voilà, très importante. C'est le point de départ des grands trekking du Népal. Céline va vous en reparler après et donc il y a un grand lac, en fait, au milieu, de la ville, le lac, Phewa et donc sur le lac, il y a un temple bouddhiste, pardon, un temple hindouiste, que donc on vous propose d'aller voir, le soir même, Magnifique. à nouveau en petite barque comme ça. Et il y a aussi devant, les berges de ce lac, la cérémonie de l'arti qui est faite tous les soirs. Donc voilà, si vous avez l'énergie, la force, le premier jour, vous pourrez, y assister.
Le jour d'après, donc, on propose une petite randonnée, mais facile, voilà, pour que ceux qui vont faire l'extension aux Annapurna, bon voilà, ça fait une petite mise en jambes, mais pas trop forte, et pour ceux qui feront pas l'extension, ça permet quand même aussi de marcher, voilà, à Pokhara. Et donc cette, randonnée, en fait, on va vous emmener, en haut, enfin à 45 minutes de Pokhara, sur une colline où il y a un temple, enfin un temple hindouiste qui est lié, enfin oui, un temple hindouiste qui est lié à Shiva, avec une énorme tête de Shiva, bleue, et à partir de ce temple, après, vous allez redescendre à pied jusqu'au lac, enfin en bas, au pied de la ville, en passant par, la Shanti Stupa. Donc c'est une stupa blanche, magnifique, voilà, il y en a plusieurs dans le monde, qui ont été construites, donc vous allez voir cette stupa, et puis après vous continuez la randonnée en descente jusqu'au lac Fewa, de l'autre côté donc de la berge, et vous allez traverser le lac à nouveau en petite pirogue pour rejoindre, ben, le bon côté. Donc ça fait vraiment une randonnée qui permet d'avoir un très, très beau point de vue sur la ville, les montagnes aussi himalayennes, on les voit depuis la pagode, la stupa, pour la paix. Et le soir, on vous propose une activité, donc dans un camp de réfugiés tibétains, où vous allez fabriquer, des momos. Donc les momos, c'est des raviolis, tibétaines, c'est un peu le plat national, hein. Donc c'est des petites raviolis qui sont fourrés avec différentes, saveurs. D'accord. Donc vous allez en fabriquer et puis partager le repas, voilà, avec eux. Le jour d'après, c'est une journée libre, donc pour ceux qui font l'extension, le jour d'après démarre, la semaine d'extension. Pour ceux qui ne font pas l'extension, c'est une journée libre, pour que vous ayez justement aussi le temps de profiter de Pokhara, parce que voilà, il y a pas mal de possibilités. Vous pouvez, bah, magasiner, vous faire un massage, marcher, retourner autour du lac. C'est une ville qui voilà, qui a beaucoup d'attractions, différentes, et qui vaut vraiment la peine d'avoir, un temps, voilà, pour, en profiter. Donc on a inclus cette journée libre, et ensuite, toujours pour ceux Pour faire qui, les emplettes, par exemple, voilà, faire un massage, et pour ceux qui ne continuent pas sur l'extension, donc le jour d'après, vous retournez sur Katmandou avec le vol domestique. Là, vous allez visiter, la Durbar Square de Katmandou, qui est un incontournable aussi, qui est absolument, magnifique. C'est un petit peu similaire à celle de Bhaktapur, mais assez grandiose. Hem Et donc il y a eu un tremblement de terre important il y a quelques années au Népal, hein. Donc ils sont encore en reconstruction de certains bâtiments. Mais moi, j'étais il y a un an, c'était vraiment, très, très beau, donc on l'a, inclus. Dernier dîner de groupe, dans un beau restaurant le soir, et vous dormez au même hôtel qu'à l'aller, et retour le lendemain à l'aéroport pour, voilà, pour prendre votre vol de retour. Donc là, j'ai mis, sur la slide d'après, voilà, tout ce qui est inclus. Donc évidemment, tout est sur le site internet de Shantium. Mais je l'ai remis tout de même, voilà, vous voyez, c'est, en pension complète, il y a 2 vols domestiques. Vous avez le guide du début à la fin, voilà, tout l'enseignement de David, tous les transports, et cetera. Donc je vous laisse, voilà, je vous laisserai regarder à nouveau. Évidemment, ce qui reste, c'est le vol international pour, le Népal. Je vous aiderai avec ça. Un déjeuner, les frais de visa pour entrer au Népal, qui sont à prendre en arrivant sur place, et une assurance, de voyage, et les pourboires, puisqu'il y a des pourboires au Népal, qu'on ne peut pas inclure dans le tarif, de vente. Après, il y a le prix, qui est là, et ensuite, c'est la partie de l'extension, donc on peut enchaîner si tu veux, voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, pour ceux qui font l'extension, elle démarre le jour de la journée libre pour les autres, et vous attaquez tout de suite, donc, ce trekking. Donc c'est 3 jours et demi de trekking exactement, et 6 jours ou 7 jours en tout pour, cette extension. Donc, je vais laisser peut-être la parole à Céline. Céline, qui l'a fait, alors je crois cet été, enfin oui, et donc on a refait un petit descriptif, jour par jour, Laisse-moi voilà.
C'est ça. Merci Géraldine. Oui, je t'en prie, Céline. Je me présente juste Oui, rapidement. Effectivement, je travaille avec Géraldine donc chez Chanty et moi je m'occupe plutôt de la partie groupe aussi, mais principalement bon, sur toute l'Asie, mais aussi sur la zone himalayenne que j'affectionne beaucoup aussi. Donc j'ai eu la chance de faire ce trek oui, au mois de mai. Puisque c'est un trek qu'on vend beaucoup en petits groupes aussi, donc de notre côté. Vous y seriez vous irez au mois de mars, donc la saison Mars. sera bien meilleure en fait qu'au mois de mai pour tout ce qui est justement vue sur les montagnes et autres. Je vais juste vous expliquer le fonctionnement de ce trek dans un premier temps, parce que je trouve que c'est important de savoir un petit peu les conditions dans lesquelles on peut réaliser ce trek. C'est-à-dire que c'est un circuit enfin une démarche qui sont pas réellement difficiles. Par contre, il faut quand même avoir un niveau voilà, ça s'adresse quand même à des personnes qui ont l'habitude de faire de la randonnée sur du 4-5 heures quand même par jour. Il faut quand même se dire qu'on n'est pas dans les Alpes, on n'est pas en France, donc il faut toujours prendre en compte que les conditions climatiques seront pas les mêmes, qu'il peut faire comme un peu chaud, étouffant sur le début du trek, puisqu'on est qu'à 2300 mètres, donc finalement il fait quand même assez chaud. Et puis après, le point culminant où on va s'arrêter, donc le maximum, ça va être 3300 mètres. Donc là, il peut faire un peu plus frais sur les hauteurs. Mais voilà, donc les conditions sont quand même pas les mêmes qu'en France. La plupart, on va trouver en fait beaucoup d'escaliers au Népal, donc des escaliers plus ou moins réguliers. Après voilà, on va pas monter comme des marches de monastère, mais il faut être au fait que c'est pas forcément, ça va être une alternance en fait de petits passages et d'escaliers plus ou moins hauts. Voilà. Après, donc après Pokhara, effectivement, on arrive à Galeshwar au bout de 3 heures de route. On prend un premier repas et puis là, en fait, on fait la rencontre de toute l'équipe en fait qui va partir avec vous. Donc c'est vraiment une team et ils sont vraiment géniaux parce que vous allez vous présenter, chacun va voilà prendre part à ce trek comme la team avec qui vous allez vivre vraiment toute la semaine. C'est hyper important en fait qu'ils soient là avec vous pour vous épauler, pour discuter avec vous, pour échanger. Donc sur le Népal, on a vraiment des guides et qui sont exceptionnels. Et puis donc, on a souvent un guide, en fonction du nombre de participants, en fait, un guide principal, un autre guide qui sera devant ou derrière, voilà, ce qui permet d'encadrer tout le groupe, puisque des fois, on a des allures un peu différentes aussi, donc on se met pas non plus la pression à se dire, ben, il y a 3 personnes qui sont en tête, mais il peut y avoir 2 ou 3 personnes un peu plus en recul, et c'est pas un souci, en fait, c'est pas une course. Euh, et puis, on va aussi rencontrer donc l'équipe de porteurs. Donc ça aussi, c'est des personnes qui sont vraiment exceptionnelles aussi, puisqu'elles vont vous aider à franchir les étapes. Et donc, vous partez tous les jours avec un petit sac de 30 litres. Ça suffit vraiment avec les effets personnels de l'eau. 2-3 litres d'eau par jour quand même, la crème solaire, un kawaii si besoin, l'anti-moustique et quelques snacks. Et en fait, le reste de vos affaires sera réparti donc chez les porteurs qui portent 15 kilos euh, par personne. Et donc, on se répartit, alors plus clairement, pardon, une personne peut donner 7 kilos à un porteur. Voilà, pour vos affaires de la semaine. On n'a pas besoin de s'encombrer de beaucoup d'affaires non plus pour ce trek. Ça Géraldine, veut dire, Céline, pardon de te couper, mais oui, justement, qu'on pourra oui, c'est laisser ça. des affaires à Pokhara et Oui, les récupérer exactement. après le trek. Ouais. c'est ça. Vous laissez vos affaires principales à Pokhara. Le matin du départ, les porteurs, enfin le guide va vous donner en fait un sac pour deux. Et puis là, vous allez mettre dans ce sac toutes les affaires principales en fait pour votre trek. Donc c'est pas la peine d'emporter des tas de pantalons, des tas de t-shirts, etc. Puisqu'on sait que sur 3-4 jours, finalement, on peut mettre les mêmes affaires et ça pose pas de problème. Voilà, le strict nécessaire. Et puis là, vous laissez le reste à Pokhara en attendant de faire votre périple. Euh, du coup, sur les hébergements, en règle générale, on a de l'hébergement donc qui va être simple. On dort chez des communautés. C'est simple, mais sur le Népal, franchement, j'ai trouvé ça très propre. Et en fonction des étapes, par exemple, la première étape, on va avoir une douche, une petite douche qui fonctionne avec de l'eau chaude. Si on a besoin, on peut nous chauffer quelques litres d'eau chaude pour aller voilà, faire une petite douche. La deuxième journée,
pareil, on va avoir des possibilités de se débarbouiller. Et la troisième journée, c'est la troisième nuit, c'est un peu, on est à 3 300 mètres. Donc déjà, on arrive, il fait un peu plus frais. On n'a absolument pas envie de prendre de douche, dans tous les cas. Et c'est pas idéalement conseillé non plus dans le sens où on est quand même en hauteur et le temps de sécher, etc. Des fois, ça peut vous rendre plus malade qu'autre chose. Donc là, on va avoir de l'eau, pareil, pour se débarbouiller, pour se laver les dents, etc. Et puis après, le lendemain, vous allez dormir à Sika un peu plus bas. Donc là, on reprend un peu le confort si vous voulez. Voilà, exactement cet hébergement où là, on a une salle de bain, chacun sa salle de bain privée, et puis on est dans un petit village, et là, on retrouve en fait les commodités et le confort. Donc voilà, c'est vraiment histoire d'une nuit où vous ne trouverez pas de douche. Mais voilà, ça se fait très bien. Sinon, si on veut parler effectivement de l'itinéraire, euh, donc on va commencer le premier jour donc à Galéchoir. Vous rencontrez l'équipe. Et puis là, on entame une marche de 3 à 4 heures. Donc honnêtement, c'est que de la montée, quasiment. Donc les, les premières marches, effectivement, on se dit pourquoi on commence ce trek. Mais c'est une 650 montée qui mètres. est plutôt... voilà, même si c'est des marches, c'est quand même... Il n'y a pas un gros dénivelé. Donc on y va tranquillement. Et puis on passe à travers les forêts, à travers les orangers, pour arriver donc à la première étape. Donc, Après, je voulais juste ajouter que si vous êtes avec, je sais j'ai une de mes stagiaires, Isabelle, qui était aussi au Ladakh, qui va nous rejoindre que pour la partie extension, mais ah, qui a déjà d'accord. l'habitude, puisqu'on a marché entre 3005 et 5003 pendant 2 semaines. Là, ceux qui seront avec moi pour le début du voyage, on va beaucoup travailler des exercices respiratoires et travailler ce qu'on appelle l'hypoxie intermittente, pour justement que vous n'ayez aucun souci à marcher à 2500 mètres de haut, et vous allez voir que votre corps aura déjà en 2 semaines produit beaucoup plus de globules rouges pour compenser. Donc il y a énormément le breathwork, tout le travail de la respiration, c'est une de mes grandes passions. Donc vous aurez plein d'outils et la compréhension de comment faire. Notamment, il y a les marches afghanes qui marchent très très bien aussi en altitude pour que ça soit confortable pour vous. Et je sais qu'il y a déjà des questions. On vous donnera après, en répondant aux questions, ce que vous pouvez prendre comme de la coca en homéopathie, ou l'aspirine ou le Diamox quand on est à 3003. Mais en général, moi, dans mon groupe à 3003, si on reste, la majorité des gens étaient plutôt très bien à 3500 mètres. Merci Céline. Ouais, ouais, très bonne effectivement idée. Mais puisqu'on compare avec le Ladakh, c'est vrai que le Ladakh, on arrive à 3005. Hmm, Donc dans tous les cas, on va commencer un trek dans les 3000 en général, 3003, et ensuite on va monter jusqu'à 5000. Donc là, effectivement, c'est quand même plus difficile. Le Népal, c'est du 2003, alors c'est effectivement pas rien, mais on s'arrête à 3300, donc on n'est pas en hyper tout à haute fait. montagne. Donc effectivement, c'est tout à fait faisable. Le soir où on est sur le sommet, on peut se sentir un peu fatigué, etc. Mais voilà, David saura gérer, et les guides aussi. C'est vrai qu'ils vont aussi apporter ça. Vous dire comment respirer, comment boire, à quel moment, etc. pour que votre trek en fait Tout à fait. se fasse dans de bonnes conditions. Euh, voilà, donc la première journée, on 4-5 heures tranquillement. Le soir, on a toujours un repas chaud qui est proposé, que ce soit pour le lunch d'ailleurs ou pour le dîner. C'est-à-dire qu'on s'arrête toujours en fait dans des communautés, chez des communautés, et vous avez le choix entre un plat, bon, c'est pas très varié, hein, mais un plat de pâtes, de riz, végétarien ou non, et puis ou des momos justement, ce qui vous permet quand même de reprendre des forces à chaque fois. Et c'est vrai qu'on manque pas de plats. On n'a pas fait en fait sur ce type de trek au Népal. La deuxième journée va être en deux temps puisque là on marche le matin et l'après-midi. En général, le matin vous partez, alors je dirais assez tôt, mais vers 8 heures, ce qui permet en fait d'être quand même, on est toujours plus en meilleures conditions quand on part tôt, et après s'il fait un peu plus chaud, on est quand même content d'arriver plus tôt en fin de journée. Donc on a une marche le matin, un repas, un petit temps de repos, et puis là vous repartez pour la balade de l'après-midi. C'est une balade qui se fait à travers les villages.
Donc, vous pourrez rencontrer vraiment des communautés, des personnes sur le chemin qui sont toujours très contents en fait de partager avec vous, mais vraiment simplement. Et je l'ai pas dit avant, mais c'est vrai que c'est un chemin qui est très peu emprunté, dans le sens où on connaît tous le fameux itinéraire des Annapurna, où tout le monde part faire ce sentier-là, qui est quand même aussi assez difficile. Là, on va voir les Annapurna en fait tout du long de ce trajet, mais on n'est pas dessus. Ce qui permet en fait de prendre une autre voie. Et la plupart des touristes vont partir sur un autre trajet. Donc, il se peut que sur certaines journées, vous ne croisiez pas un touriste. Donc ça, c'est plutôt vraiment agréable. On n'est pas à la queue leu-leu comme ce qu'on peut voir des fois sur les camps de base de l'Everest, etc. Donc c'est très chouette. Et puis après, voilà, on va traverser donc les villages, les rizières, les cultures. Là, vous allez vraiment découvrir la vie locale donc au Népal. Et cette dernière journée d'ascension, donc la troisième journée, voilà, vous partez du Nangui du community stay, et là vous allez monter jusqu'à Moaredanda. Donc il y a une première ascension le matin. Ça va être par des marches aussi plus ou moins dessinées dans la terre. Donc là, cette saison-là, il ne devrait pas y avoir beaucoup de pluie, donc c'est plutôt plus accessible qu'au mois de mai. Et vous allez finir par une forêt de rhododendrons. Et puis, on va faire un stop pour le lunch. Vraiment, là, c'est quelqu'un qui se déplace en fonction du nombre de personnes, s'il y a des personnes la journée, qui se déplace vraiment exprès faire le lunch pour vous et qui redescend ensuite dans la vallée. Donc, il fait les 4 heures, il fait le lunch et il redescend. Et après ce lunch, vous allez attaquer la dernière partie, voilà, les 3 heures d'ascension qui est un peu plus difficile. C'est un beau challenge, mais c'est magnifique puisque vous allez rencontrer aussi des buffles. Vous allez passer le long de cascades, au milieu des forêts. C'est vraiment, je vous dirais qu'à chaque tronçon de randonnée, le paysage va changer. Donc c'est plutôt agréable. Des fois, on se dit, ah, finalement, on se pense dans les Alpes, et puis finalement, pas du tout. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et arrivé à ce sommet, vous allez pouvoir avoir la vue, donc si dégagée, mais j'ai pas trop de doute à cette saison, la vue sur toutes les Annapurna en fait et sur tous les gros pics du Népal. Donc là, vous allez pouvoir faire le coucher de soleil, le lever de soleil sur ce spot-là, qui est vraiment très très chouette. Voilà. Et puis après, juste la slide avant, je sais pas qui défile, David peut-être? Ouais. Ouais, voilà, celle-ci. Donc là, on a fait le pic. Et donc là, on va redescendre sur 6K. Donc, des fois, c'est un peu plus pénible des fois de redescendre, puisque finalement, on va pas s'arrêter de descendre pendant 3 heures. Mais là, on va revenir justement à la végétation. On va commencer à apercevoir petit à petit les villages qui arrivent, un peu plus de monde. Et là, vous allez dormir sur 6K, où vous allez pouvoir reprendre donc de l'énergie dans votre hôtel, enfin votre homestay, avec une vraie salle de bain et un bon lit. Donc voilà. Et puis le dernier jour de Sika, on s'en va sur la route qui passe vraiment là pour le coup à travers tous les villages. Le matin, c'est assez rigolo puisqu'on croise les enfants qui vont à l'école, les policiers qui sont ici aussi là. Enfin voilà, on peut croiser beaucoup de monde pour arriver au village de Narchang. Et toutes les personnes qui font des treks aussi pour les Annapurna vont partir de d'Atopani qui est juste à côté. Et là, on a choisi un village qui est un peu plus excentré, donc vous marchez une demi-heure de plus. C'est que des communautés. Vous allez aussi dormir dans ces communautés. Donc, en général, c'est 3 4 personnes par maison. Et puis là, vous allez pouvoir profiter. Il y a aussi des sources d'eau chaude qui se trouvent pas très loin pour ceux qui auront envie. Ou ceux qui ont envie de continuer, vous pouvez aussi faire une balade pour monter voir une autre cascade ou partager justement avec la communauté sur place. Donc voilà. Et puis après, bah, retour à Katmandou qui est prévu, à Pokhara, pardon, dans un premier temps. Donc là, vous aurez 4 heures de route pour rejoindre Pokhara avant de rejoindre Katmandou par vol, comme l'a annoncé Géraldine pour toutes les personnes qui ne faisaient pas le trek auparavant. Voilà. Si vous avez des questions par rapport je sais pas si ça va arriver après, mais n'hésitez pas à me dire. Si tu veux ajouter des choses, Géraldine. Merci beaucoup, Céline.
Avec plaisir. Merci beaucoup Céline. Je voulais juste rajouter que le guide, francophone qui, vous accompagnera pour la première partie du voyage, suivra le reste du groupe. Il continue jusqu'à Pokhara, jusqu'au dernier jour, et ceux qui font, les Annapurna, donc ce sera un autre guide, anglophone qui, accompagnera David, plus les porteurs. Voilà, donc c'était pour donner cette petite distinction, et quand vous retournerez à Katmandou le dernier jour, le même guide sera là aussi pour vous accompagner sur cette dernière journée de visite. Ceux qui viendront Hem, sur l'extension avec moi, vous inquiétez pas, je voilà. ferai la traduction sans aucun problème. Donc on a remis les inclusions, assez précisément, comme vous pouvez voir là. Donc c'est ce que je disais, il y a un guide de trekking anglophone et puis un assistant guide de trekking aussi anglophone, plus les porteurs. Donc voilà, et le tarif est aussi après, et tout est sur le site internet de Chantium. Voilà. Donc je sais pas, on peut peut-être passer aux questions, si tu veux Oui, David? bien sûr, avec plaisir. Si vous avez des questions, je vous invite à Ouvrir enlever votre micro. le micro en bas de votre écran. Et puis, vous êtes les bienvenus de prendre la parole. Moi, j'ai une petite question par rapport à la météo et aux températures d'une manière Ah, générale sur la première partie du séjour et puis ensuite sur le trekking. Il faut s'attendre à quoi? Alors, c'est une bonne période, le mois de mars, pour le Népal, donc il fera pas trop chaud. Moi, j'y étais en avril, il faisait 25 degrés dans toute la vallée de Katmandou. Par contre, dans le sud, à Lumbini, qui est plus proche de l'Inde, il faisait beaucoup plus chaud, peut-être 10 degrés de plus, donc on était autour de 30 degrés. Et dans le parc national de Chitwan, c'était très bien aussi, donc le matin, petite laine, le soir, petite laine, et la journée, il faisait bon. Donc vraiment une très bonne température, pas une chaleur, caniculaire, mais pas un froid glacial non plus, vraiment, une température, modérée quoi. Donc pas de c'est pluie parfait, hein. cette saison. Pas de grosse Non. pluie. Non, pas de pluie. C'est plutôt sec. Oui, parce que la saison des pluies va arriver à partir de mai. D'accord? C'est pour ça que nous, l'été, en fait, on vend pas le Népal, à part partir dans une autre région, le Mustang ou autre. Mais là, on est vraiment ouais, c'est vraiment sur une bonne période. Au niveau du trek, vous pouvez très bien être en short hein, la journée, short t-shirt. Et alors, pour le coup, c'est pas du tout comme en Inde où on hésite des fois à mettre un short où il faut se couvrir, etc. Le Népal, c'est pays de trekkers, il n'y a aucun souci. Tout le monde est en short ou en t-shirt classique comme en France. Donc ça, c'est plutôt aussi agréable quand on entame ce genre de découverte. Et le soir, effectivement, quand même un bon polaire, parce qu'il peut quand même faire frais les nuits. Mais pas besoin de sac de couchage non plus, puisque bon, c'est assez... Et Le pour soir, info, Céline, ça descend à combien? Ça descend à 10 degrés, tu penses? Ouais, je pense que sur cette période, oui, ça peut. D'accord. Ouais. Tu sais que moi, sur le et mois de mai, j'avais quand même le soir un bonnet et une veste quand même assez chaude. Parce que quand on va se coucher, on doit ressortir, aller aux toilettes, des fois qui sont effectivement pas très loin, mais Bon. voilà, donc il faut quand même une bonne paire de chaussettes, un bon bonnet, voilà. Et justement, sur Pokhara, on parlait du c'est shopping ce que tout à j'allais l'heure. dire, hein. Ouais, Ah, c'est ce que voilà, j'allais dire. bah, c'est un peu comme le lait du Ouais. Ladakh, mais même encore mieux. On trouve C'est-à-dire qu'on tout. on trouve tout ce qu'on veut Au niveau du trekking. pour le trek, ouais, 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 ouais. comme c'est un énorme spot de trek, mondial, hein, le Népal, Vous trouvez tout ce c'est que vous le voulez et spot, c'est le très peu plus grand cher, hein. spot, marche du monde, Ouais. Ouais. quelque part. Donc à Pokhara, il y a tout. Il y a 200 boutiques, en fait, où ils vous vendent du North Face, des chaussures de marche, des bâtons de marche, des vestes de marche, des bonnets, des écharpes, des gants. Il y a tout, tout, tout. Moi, j'ai acheté, plein de 5 à matos 10 là-bas. fois, 5 à 10 fois moins cher qu'en Oui, alors France. après, c'est pas des vrais North Alors, Face, bien sûr, tu as du copie, mais J'allais ça dire, marche. oui, oui, bien sûr. Mais ça fait l'affaire. Moi, Ça fait complètement l'affaire. j'ai acheté une doudoune et un North Face et un parka coupe-vent. Ça fait vraiment bien l'affaire à 5000 mètres. par contre, attention, un petit point par pitié, n'achetez pas vos chaussures de randonnée la veille là-bas. On a Tout des à clients fait. qui l'ont fait. Quelqu'un qui faisait partie de mon groupe qui l'a fait.
Ça a duré une journée. Bon, voilà, la chaussure s'est ouverte. Elle était finalement en claquette au milieu de la montagne. C'était pas forcément très agréable parce qu'elle a pris des chaussures qui lui convenaient pas. Donc vraiment, c'est important d'avoir vos propres chaussures avec lesquelles vous avez l'habitude de marcher, hein, quand on s'en... Exactement, c'est super important d'avoir, on en parlait avec Karine en off hier, mais c'est super important je vous partagerai des choses, de comment vous entraîner, mais d'avoir des chaussures de rando que vous avez au moins fait un mois avant, ça c'est super important. Et c'est Mm. super important, 3 mois avant, voilà, si vous décidez de venir, de commencer à marcher maintenant toutes les semaines et de pouvoir accumuler voilà, 5, 6 heures de marche par semaine. Je trouve ça très bien en forêt pour progressivement avoir zéro problème de marcher 3, 4, 5 heures en altitude. Et ce que je disais à Karine, le meilleur entraînement, c'est quand vous randonnez, c'est 5, 6 heures par semaine. Ça peut être une grosse rando dimanche après-midi, mais ça peut être aussi 1 heure de marche par jour. C'est de respirer que par le nez. J'inspire et j'expire que par le nez. Vous allez voir que c'est très important parce que vous allez du coup avoir une plus grande, vous allez augmenter votre tolérance au CO2. Il va y avoir moins de CO2 qui va pouvoir être relargué. Et ça va vous aider énormément en altitude. On ne sera pas très haut, mais déjà 2500 mètres, ça va vous aider énormément. D'autres questions? Et Céline, par rapport aux nuits pour le trek, est-ce qu'il faut prévoir sac de couchage ou sac à viande ou choses comme ça ou c'est Alors, prévu? sur le trek, j'ai envie de dire, ça dépend aussi un peu des personnes. Euh, bon, on a toujours des grosses couvertures, voilà, qui tiennent très très chaud. Après, je vous conseille quand même, on est toujours mieux aussi dans son sac de couchage quand même. Si vous avez des sacs de couchage pas trop gros, que voilà, vous puissiez le mettre dans le sac des porteurs. Vous pouvez emmener votre sac de couchage ou un sac à viande, mais peut-être qu'un sac de couchage serait quand même mieux si vous avez un peu froid la nuit en fonction des températures. Ouais, Céline, tu avais pris quand tu as fait le voyage en mai dernier, tu avais ton sac de couchage ou un sac à viande ou pas? J'avais mon sac de couchage. Ok. J'avais mon sac de couchage. J'ai pas eu froid les nuits, honnêtement, puisqu'il y avait quand même, voilà, à chaque fois, quand même pas mal de couverture. Mais après, oui, ça va dépendre aussi des personnes. Mais oui, un sac de couchage, je pense Et que est-ce c'est que pas... les gens, s'ils ne souhaitent pas prendre un sac de couchage, que le seul moment où ils vont l'utiliser, c'est cette partie du voyage, est-ce que déjà on va pouvoir en trouver à Pokhara, Oui, ça tu c'est peux l'acheter à sûr. Pokhara. Et est-ce que sinon dans les hôtels, on peut demander une couverture de plus ou on peut les louer éventuellement ou pas? Alors, sur le Ladakh, je sais que nous, on les loue pour 2-3 euros par jour. Ouais. Sur le Népal, après ça, moi, je pourrais me renseigner, savoir si on peut faire ça. Euh, bon, après, je trouve que c'est comme les chaussures. Pour moi, c'est toujours plus sympa de dormir dans son propre sac de couchage. Mais je comprends, si c'est pour l'emmener pour 3-4 jours, des fois, ça pose aussi problème au niveau des bagages, etc. Il y aura toujours une possibilité Après, d'emmener. si une personne dort en pyjama ou en survêtement et se met dans les couvertures, dans le lit avec les couvertures en plus, il n'y a pas de problème. Je veux pas m'avancer trop là-dessus quand même, parce que ça peut si les nuits sont très fraîches, il faut quand même faire attention. Si ça peut arriver, hein, comme on le sait, ça peut changer d'une saison Mais à de l'autre. toute façon, on dort systématiquement dans des lits. Oui, alors pour le coup, Ouais. c'est des lits tout simples, mais que j'ai trouvé moi très Voilà. confortables sur Donc toutes les ce que je veux dire, c'est qu'on est isolé. Moi, pour avoir beaucoup de faits de survie aussi, on est isolé du sol déjà et avec Oui, deux couvertures en laine. Si tu dors en survêtement, il n'y a aucun souci. Le ouais, souci de la conduction, elle vient quand tu dors au sol, même le sol. Donc là, exactement. je C'est pour pense que ça que des le bonnet est couvertures. important. Le bonnet, les chaussettes, et puis Bonnet et la gorge, c'est là où on perd énormément de température, c'est 20% sur la tête, 20% sur la gorge. Donc de mm, se mm, couvrir ces zones-là. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les zones où on va s'arrêter, il y a des lits, donc je pense qu'on pourra sans problème anticiper et que chacun ait 2 couvertures. Si vous voulez pas oui. prendre, voilà, ça sera pas un problème. Oui, donc à partir du moment où les couvertures sont fournies, si on a un sac à viande, c'est parfait. Oui, Ça suffit. oui, oui, oui. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à la préparation physique en dehors de ce que tu as déjà dit? Euh, Par rapport à la préparation physique, là de marcher, voilà, de marcher.
5, 6, 7 heures par semaine, c'est une très bonne chose là de commencer maintenant si vous souhaitez venir. Et je pense que 2 mois avant, c'est bien d'introduire aussi dans la semaine, par exemple le week-end, de faire des randos de plus en plus grandes. Vous pouvez commencer par une rando de 2 heures et d'avoir au moins fait une marche de 6 heures. 1 mois avant de partir, que vous puissiez avoir cette sensation dans le corps d'être capable de marcher 6 heures d'affilée en forêt. Si vous avez des petites collines près de chez vous, c'est aussi une très bonne chose pour s'entraîner. Toi, par exemple, Karine, tu peux aller dans les Cévennes. Ça, c'est très chouette. Donc, n'hésitez pas aussi si vous pouvez partir en week-end ou aller dans des zones où il y a un peu de dénivelé, c'est une bonne chose. Si vous n'avez pas ça, la meilleure chose, c'est de trouver un immeuble, peut-être, où vous travaillez. Si vous habitez à Paris, c'est facile. Et de s'entraîner dans les cages d'escalier, descendre, de faire un petit entraînement, voilà, dans la semaine, quand vous dédiez peut-être une demi-heure, 1 heure par jour pour marcher, bah, d'avoir un entraînement où vous montez ou vous descendez pour commencer à activer les muscles d'une façon différente sur les montées, comme Céline nous l'a expliqué, il y aura beaucoup de marches et aussi d'avoir la sensation, qu'est-ce que ça me fait de descendre 8 étages, 10 étages, parce que les muscles des jambes travaillent différemment, en excentrique, ça s'appelle. Et donc ça va, là, si vous faites ça, vous serez vraiment, 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 vraiment au top, quoi. Après, encore une fois, je dis toujours ça dépend. Moi qui accompagne, tu l'as vu en stage, Karine, ça va de 16 ans à 93 ans en passant par des gens des forces spéciales en plein milieu. Donc l'idée, c'est que si vous avez 30 ans, que vous êtes en bonne forme physique, ça va bien se passer. Si vous venez et que vous avez 74 ans, on a eu des gens de 74 ans, d'ailleurs qui étaient plutôt en très bonne forme au Ladakh, ça n'a posé aucun problème. Mais des gens, on avait quelqu'un qui avait des problèmes de hanche, par exemple, à 62 ans. Ben là, c'est important de s'entraîner un petit peu avant. Donc ça dépend, si vous êtes en surpoids, ça dépend de votre niveau de fatigue. Mais grosso modo, ce que je viens de dire, c'est plutôt de bons principes pour s'entraîner. Ça va? On Est-ce que sera vous avez combien maximum sur le groupe Trek? J'ai oublié. sur le groupe Trek au maximum, on sera Ben, 16. on a mis 16, mais est-ce qu'on y arrivera? Je suis pas sûre, mais en tout cas, il est minimum de 4 personnes pour le confirmer, ça c'est sûr. Hem, On après, va voir voilà. le nombre d'intérêts qu'on a. Je pense qu'on sera plutôt une douzaine. Enfin, tu me diras, au Ladakh, on est parti, on était 16 aussi, hein. Il y avait moins de marches. Voilà, maximum, ça sera 16. Et puis, on a l'équipe en conséquence. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous avez- N'hésitez pas à lever la main aussi si vous avez des questions. Après, si vous avez des questions qui arrivent plus tard, vous n'hésitez pas. Vous pouvez contacter Géraldine. Peut-être tu peux mettre sur le chat le site ou ton email où ils peuvent te contacter. Et moi, je vais mettre aussi sur le chat mon email où vous pouvez me poser des questions. Et Géraldine, je vous mets même mon WhatsApp si vous pouvez aussi me contacter par WhatsApp si vous avez des questions. Et bah, Géraldine, je te laisse aussi mettre. Oui, je rajoute. Ouais. une idée de quand le voyage sera confirmé? Bah, nous faisons tout notre, voilà justement, nous faisons tout, nous mettons toute notre énergie pour, voilà, en parler, le promouvoir, David, moi-même, mon assistante, donc et ben, on espère rapidement. Pour le trek, vous êtes 3, donc encore une personne, on peut le confirmer, et pour le voyage, bah, ça avance les inscriptions, donc j'espère bientôt. Évidemment, on reviendra vers vous dès que ce sera le cas, Là, pour je pense que acheter les ça vols, peut. internationaux surtout. Ouais.
Officiellement, on est en train de lancer le voyage maintenant. Avant, moi, je partageais avec quelques stories et puis à chaque fois que je donnais un stage qui avait ça, puisque moi, j'ai un voyage au Pérou où je pars dans 2 semaines. Donc là, on va mettre le focus. Le Pérou, ça s'est rempli très, très vite. Et le Ladakh, ça s'est plutôt rempli très, très vite aussi. Mm. Donc, si vous êtes intéressé, bah, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter Géraldine ou moi, on se fera un plaisir de vous répondre. Mais je vous invite effectivement à caler vos dates et à réserver le plus rapidement possible parce que ça nous permettra de confirmer le voyage. Ça peut se remplir très très vite, hein. Le Pérou, en 2 semaines, ça s'est rempli pour qu'on puisse déjà pré-booker les vols. Géraldine va vous aider avec ça et ça permettra d'avoir une vision beaucoup plus claire. Si vous avez d'autres questions, les amis, c'est avec plaisir. Sinon, bah, on va clôturer là. Et puis, ceux qui sont dans ma communauté, alors je vais vous envoyer une newsletter avec le replay. Parce que je sais que plusieurs personnes sont arrivées en cours là. On était une petite vingtaine. Donc, je vous invite ceux qui ne le sont pas, à vous inscrire sur lifeforcewithyou.com. C'est notre site. Et puis, inscrivez-vous à la newsletter en bas et puis vous recevrez le replay. Et puis de vous inscrire aussi sur le site de Chantiome, Géraldine Lamy, chantiome.com. Il manque le .com, je pense, Géraldine, sur le site. Non, c'est chanty.home. Ah, chanty.home, bah, autant pour Ouais, moi. Alors, chanty.home, autant pour moi, pas de pour souci. recevoir les infos. Magnifique. Eh bien, je suis ravi d'avoir passé ce moment avec vous tous. Je suis curieux, juste avant qu'on raccroche avec Céline et Géraldine, mettez-nous dans le chat ceux qui sont intéressés, Sansan, Marité, Patricia, Régine, Kofi, Claire, ceux qui sont toujours là avec nous. On est 11 encore présents. Qui est en réflexion là? Véro nous dit intéressé pour la première partie. Super, magnifique. Si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas à nous partager sur les adresses qu'on vous a données. Je le répète encore une fois, david@lifeforcewithyou.com ou géraldine@chantitravel.com. Merci beaucoup, Géraldine, pour ce Merci. partage. Sansan aussi est intéressé pour tout, mais en réflexion. Magnifique. Et puis, merci beaucoup, Céline, aussi, de nous avoir partagé ton aventure. Avec C'était plaisir. super inspirant. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Prenez soin de Merci vous. beaucoup. Merci N'hésitez à pas à tous. partager, n'hésitez pas à Merci. partager autour de vous ce beau voyage. Si vous pensez à des gens que ça peut inspirer dans votre famille ou dans vos amis, n'hésitez pas à partager ce beau voyage. C'est vraiment une très belle expérience. Je finis avec ça parce que moi qui donne beaucoup de stages, j'ai fait plus de 120 stages dans ma vie où j'ai donné plus de 120 stages Life Force. Le fait que vous soyez en rupture de normalité dans une culture complètement différente, c'est juste quelque chose qui est énorme pour votre système nerveux pour intégrer de nouvelles habitudes de vie pour bien vieillir. Ça, c'est juste extraordinaire. Prenez soin de Oui, vous. Oui, merci. merci. Ciao, ciao. Merci. Bye Bonne Au bye. journée. revoir. Bye, Merci. bye, Au bye. revoir.